YC and D&D Smart Construction presents World Cities Day Summit Africa 2020 with African Circular Economy Network, Network of African Entrepreneurs. Presentation, panels, roundtables, Smart Cities Energy Efficiency Circular Economy, 30 to 31 October. Welcome. On day one, we have presentation on Young Sustainable Cities projects, and the guests will be associations from all over the world, and the debate, how do you want your city to be changed to be sustainable? La Voix des Jeunes, or Voice to Youth. The guests are associations and individuals from all over the world. Et nous recevons maintenant Marlène Iradukunda qui nous vient du Burundi avec sa présentation Accès au travail dans les villes. Marlène, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Je réponds au nom de Marlène Iradukunda. Je vais vous présenter ce thème intitulé Accès au travail dans les villes. Je suis une entrepreneur sociale au Burundi et aussi volontaire dans différentes organisations. J'ai mon entreprise du nom de Chirore, vous le voyez sur la présentation. D'abord, je vais commencer en cette journée qui est dédiée aux villes. Je vais d'abord vous rappeler que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et de la part des statistiques, ce nombre pourra évoluer et atteindre 70% dans les années 2050. Donc, il est à nous de nous réveiller et de voir comment s'organiser vu que la plupart de cette population englobe une grande partie de la jeunesse. Et de là, ça va nécessiter du travail un peu partout dans le monde. Donc, c'est notre innovation qui va créer ce boulot. Et je présente ce diapo sur... donc, sommes-nous prêts alors à accéder à ce nombre qui va dépasser 70% dans les années 2050? Or que même maintenant, il nous est encore difficile d'avoir du boulot pour toute la jeunesse qui est aussi active, qui est freinée par le chômage. C'était là. Donc, c'est alors à nous de nous réveiller et de voir les défis dans les villes. Nous sommes confrontés au surpeuplement, au chômage, aux dégradations de l'environnement, à l'homogénéité du mode de vie. Donc, regardons les forces qui peuvent nous aider à accéder à cette réussite en dépassant ces défis. Ce n'est que la diversité, les spécialités de chaque ville, une jeunesse active. Et de là, je vais beaucoup souligner sur la diversité et ce qui différencie chaque ville à l'autre. C'est de là alors qui nous est interpellé du travail, de voir comment, à partir de ma spécificité ici au Burundi, comment est-ce que je peux créer du boulot et puis donner accès à toute la jeunesse qui est active au travail. Et puis, chaque personne dans sa ville pourra travailler sur sa spécificité, c'est la diversité. Là, je vous montre un exemple de mon entreprise Chirori. Parce que c'est en regardant chacun avec ses forces, en regardant ce qui pourra nous aider à accéder au travail, qu'on se tourne vers la spécialité de chaque région, la spécialité de chaque ville. Et puis chez nous, il y a des femmes, comme vous le voyez sur les photos, il y a des femmes qui savent tisser ces corbeilles. Et des fois, ils sont confrontés au fait qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas été des fois à l'école, ils sont pas assez outillés pour être créatifs, pour accéder au marché international, même aussi pour intéresser les clients sur le marché national. Et là, les jeunes qui ont eu la chance d'être à l'école, qui sont un peu avancés avec la technologie, qui accèdent sur les réseaux sociaux, qui peuvent leur montrer comment accéder au marché international, eux, ils peuvent se grouper, comme nous l'avons fait avec cette entreprise. Ce sont les jeunes qui se sont groupés et puis ils ont pensé comment mettre une valeur ajoutée sur ces produits qui étaient auparavant faits d'une manière archaïque et puis les modérer d'une manière à ce qu'on pourrait intéresser le marché international. Donc, c'est à nous. Ces forces sont des atouts pour créer du travail dans chaque ville du monde. Donc, les forces que je vous ai présentées, la diversité, les spécialités de chaque ville, une jeunesse active. Vraiment avoir, ici en Afrique, nous avons une grande partie de la population, plus de 60% de la population est jeune. Donc là, c'est déjà une opportunité pour franchir cette barrière qui freine la plupart de la jeunesse à accéder au travail. Donc, soyons créatifs, soyons ouverts, regardons nos spécificités, regardons notre diversité d'une autre image, de voir comme une opportunité qui peut nous faire surmonter la plupart des défis que nous rencontrons. Alors, à chaque fois, on se demande, le choix du chemin est déterminé par la compréhension du contexte, la compréhension de l'influence potentielle de ton innovation, avoir l'idée d'autres bouts du chemin. Là, si je parle de la spécificité, la diversité, certains peuvent se demander comment y accéder, comment voir ce chemin. Parce qu'on peut trouver, il y a plein de chemins, il y a, comme il est indiqué sur cette image. Mais il faut d'abord comprendre ton contexte. Il faut d'abord comprendre et maîtriser très bien ton environnement. C'est déjà le début du succès. C'est déjà le début de la création d'un emploi potentiel. La compréhension de l'influence potentielle de ton innovation. Comprendre qu'est-ce que ça va donner. Si je travaille comme ça, si je vais me grouper avec ces gens, si je vais faire comme ça, comment est-ce que je vais arriver à trouver mon propre boulot et avoir l'idée d'autre bout du chemin. Chaque fois, on parle que c'est mieux de marcher en connaissant là où je vais. Alors, il nous est aussi interpellé de savoir où nous allons pour savoir comment s'outiller, qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver à l'autre bout de mon chemin. Et là, il y a des qualités pour atteindre nos objectifs. C'est un peu en anglais, mais c'est presque le français. Il y a la passion, il y a la persistance, il y a la vision, la créativité, la flexibilité, curiosité. Par la passion, chaque chose, il nous est aussi facile de faire mieux si on est passionné de son boulot, si on est passionné de son chemin. Aujourd'hui, je parle du chemin parce que je parle aux jeunes qui sont en train de s'imaginer comment créer leur propre boulot. Il y a la persistance. C'est pas toujours facile. On va pas commencer aujourd'hui et puis accéder au boulot demain et puis accéder à cette création d'une gigantesque entreprise demain. Donc, c'est l'effort quotidien. Ça va te coûter des efforts. Et la vision, c'est voir le bout de ton chemin. En connaissant très bien le bout de ton chemin, il t'est aussi facile, si tu es bloqué aujourd'hui, parce que tu veux arriver demain quelque part, tu dois voir comment franchir cette barrière, comment détourner ça, comment est-ce que demain je peux
arriver à mon but, être flexible. Il nous est aussi nécessaire de discuter avec les autres, écouter, savoir que tu peux te dire que cette idée est plus meilleure, mais l'autre peut te dire que tu peux faire comme ça pour y arriver. Donc, il faut être flexible aux commentaires des gens, être créatif, donc apporter une innovation dans tout ce que nous faisons. Il y a quelqu'un qui a dit que il n'y a rien de neuf ici sur Terre. Il n'y a rien. C'est surtout une valeur ajoutée. Donc, ajouter quelque chose de nouveau que l'autre n'a pas apporté. Donc, c'est cette maîtrise de l'environnement qui pourra nous permettre à accéder à ce travail dans notre environnement des villes. Et la curiosité, être toujours curieux. Si on est jeune, on doit maîtriser, on doit voir, il y a des nouveautés, il y a quelque chose que nous devons apporter dans notre environnement. Et comme toujours, c'est pas facile, il faut toujours se demander. Il y a le mais pourquoi technique. Chaque fois, si ça n'avance pas, on se demande mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que je sais très bien que demain, il y a quelque part que je vais arriver. Donc, en cette journée qui est dédiée aux villes, il nous est interpellé, nous les jeunes, d'être visionnaires, de voir les choses d'une autre face, de créer notre propre boulot d'une manière à ce que demain, nos petits frères, nos petits-fils, nos arriérés qui viendront, ils pourront se baser sur ce que nous avons, la fondation que nous avons faite. Donc, comme toujours, c'est pas facile, il faut se demander, il ne faut pas lâcher, il faut toujours foncer. Il faut se demander, mais pourquoi? Car ce n'est pas toujours facile. Gardons alors cette question en tête. Et toujours allons à l'action. Si déjà on a l'idée d'où on veut aller, il faut partir. Allons à l'action, créons notre propre travail, créons alors nos villes et communautés. Il est à nous de recréer nos villes, nos communautés. Donc, nous, en tant que jeunes, je vous interpelle, mais aussi les grandes personnes, les grandes personnalités, qui nous est à nous de voir la ville que nous voulons, les communautés que nous voulons. C'est notre propre mission de le faire aujourd'hui et pas parloter et puis allons à l'action, comme il est indiqué sur cette photo. Je vous remercie alors pour m'avoir prêté l'oreille. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous partager cette petite présentation qui, je me dis, vous sera utile, pourra vous inspirer sur comment créer du travail dans les villes, comment être utile dans nos communautés en tant que jeune, en tant que grande personnalité, comment créer du travail, car c'est très important vu le nombre croissant des populations dans les villes qui engendrent un grand nombre de jeunes actifs dans les villes qui ont besoin d'avoir du boulot pour être au service de la communauté. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Marlène Iradukunda, pour votre présentation. Nous retenons que vraiment la jeunesse a un rôle à jouer dans cette construction de cités durables et qu'elle ne doit pas attendre forcément de trouver qu'on lui offre l'emploi, mais qu'elle doit créer son emploi et construire vraiment un futur meilleur. Encore merci et au revoir. Au revoir. La ville africaine, c'est du futur que nous pensons vouloir trouver. C'est cette ville qui est la moins polluante.
Autrement dit, cette ville où on peut trouver des moyens de déplacement à énergie solaire, par exemple, où on peut trouver des bâtiments comme ceci. Ça, c'est au Zimbabwe. On trouve une installation solaire qui alimente de grands immeubles. Voilà. Alors, pour pouvoir arriver à trouver cette ville africaine, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, à ATEF, nous avons pensé proposer des services de création et d'entretien de jardins, pas privés comme publics. La preuve, nous participons beaucoup au marché public. Nous recherchons beaucoup des marchés publics pour travailler dans ce sens. Et ce que nous faisons actuellement aussi à ATEF, c'est quoi? C'est chercher des zones susceptibles à pouvoir être aménagées. Et donc, cela demande à ce que nous faisons une prospection dans les villes, trouver des sites peut-être abandonnés, inexploités, écrire des projets pour pouvoir soumettre ça aux autorités compétentes. Il faut également, pour pouvoir avoir une ville africaine moins polluante, il faut encourager les initiatives écologiques, comme par exemple les moyens de déplacement, les véhicules électriques solaires. En temps au Togo, en 2018, un jeune Togolais a fait sortir les véhicules électriques solaires Made in Togo. Il s'appelle Monsieur Cousin Etonam. Le nom de la marque de ces véhicules, c'est Esking Motors. Voilà. Alors, nous parlons des espaces verts à ATEF. Il faut savoir que les espaces verts ont des bienfaits sur notre personne. Et je m'en vais énumérer juste 4 bienfaits des espaces verts et vous allez voir qu'elles vont contribuer à ce que notre ville soit beaucoup plus saine. Par exemple, vous pouvez le regarder sur l'image, les espaces verts sont source de bien-être et de plaisir. Et son pouvoir apaisant contribue à la réduction de certains maux urbains comme la pollution de l'eau, de l'air ou des îlots de chaleur urbains. Les espaces verts sont des lieux de détente et de récréation où l'on peut par exemple exercer une activité sportive ou autre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, pour lire tranquillement, j'aime aller dans un lieu reculé où il y a beaucoup d'arbres, où il y a beaucoup de verdure avec un vent favorable qui permet à ce que je puisse être bien détendu et me permet de faire une bonne lecture. Alors, la présence des espaces verts aussi favorise une très bonne santé. Et pour finir, pour ne citer que ce, je voudrais dire que la vue d'un espace vert améliore la capacité à faire face à des difficultés personnelles majeures et diminue l'agressivité en réduisant la fatigue chez nous. Autrement dit, les espaces verts sont un stimulant. Alors, pour conclure, je m'en vais vous dire que la ville idéale serait la ville avec beaucoup d'aménagements en espace vert. La ville idéale serait la ville avec des moyens de transport électrique solaire, comme ce que vous verrez sur l'image tout à l'heure. Ça, c'est une station électrique solaire d'une voiture électrique au Maroc. Voilà. Et donc, la ville idéale du futur chez nous écologique, c'est la ville avec des bâtiments qui sont à énergie renouvelable, comme l'image que je vous ai montrée il y a peu. Bref, la ville idéale du futur, c'est la ville la moins polluante. Et cela demande de nous d'adopter des comportements citoyens. Par exemple, dans chaque ville, nous devons déjà commencer par ne pas jeter des ordures sur la voie publique en passant. Nous devons arrêter, par exemple, d'uriner dans les coins des rues, parce que tout cela pollue notre environnement. Eh bien, en tant que responsable de l'entreprise ATEF Aménagement du Territoire Vert, je peux vous conseiller sur quoi? Sur les espaces verts. Planter les arbres, créer des espaces verts dans votre domicile, parce que c'est pour votre bien. Même pour manger, créer des potagers chez vous. Vous allez manger plus sainement.
Voilà une vision que nous avons de la ville africaine. Et ça, l'image là que je vais terminer, sur lequel je vais terminer avec vous, voilà une famille qui est dans un parc en pleine ville et qui est très content. Vous allez remarquer sur leur visage, ils sont très heureux. Non seulement ils profitent du cadre qui est très joli, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce cadre-là leur apporte un bien-être sur leur santé. Je vous remercie. Maintenant, nous allons, Comme nous, là, Adjola. Voilà. Merci. comme là, ok. M'excusez fort. Hein. Bonjour à tous, je m'appelle Moussa Naïmatou, je suis médecin généraliste activiste pour la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles et je suis la coordinatrice de l'association du docteur Nakamou de Thiès. Aujourd'hui, je vais faire la présentation qui porte sur l'éco-santé pour les villes africaines durables. Avant de parler de l'écosystème, de l'éco-santé, nous allons essayer de définir la santé. La santé, c'est un processus dynamique de bien-être physique et mental selon l'OMS. Et l'écosystème, c'est le regroupement de tous les organismes vivants et l'environnement abiotique occupant un même milieu. Donc, c'est nous, les êtres humains, les animaux, la terre, les arbres et tout ce qu'il y a dans l'univers. Alors, c'est quoi l'éco-santé? L'éco-santé, c'est la réflexion qui porte sur l'environnement, la santé et tout ça pour le bien-être de l'être humain. Donc, c'est la somme des liens complexes qui existent entre la santé, l'environnement et la nécessité surtout d'intégrer cette problématique pour trouver une solution aux problèmes de santé. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de promouvoir la santé humaine par le biais d'une gestion éclairée de l'écosystème. Alors, qui dit écosystème, dit ville, dit domicile, dit environnement, dit facteurs sociaux, culturels, économiques, parle du milieu biophysique. Alors, quels sont les axes de l'approche écosystémique de la santé? Nous avons la pensée systémique. Cette pensée systémique propose d'améliorer la santé des populations grâce à une bonne gestion de l'écosystème. Quand on parle de pensée systémique, ça peut faire ouf, mais avant, on peut par exemple se dire telle personne a mal à la tête, on lui donne du paracétamol, point barre. Alors que l'approche écosystémique va aller se demander, mais ce monsieur vit au bord d'une route. Cette route, elle est pratiquée tous les jours. Les motos qui passent, les voitures qui passent font tellement de bruit que ce monsieur, il est chez lui à la maison, mais il ne se repose pas. Et donc, le bruit de la circulation, c'est ça qui donne ces maux de tête. Donc, cette approche systémique-là nous amène à son environnement et voit déjà quoi? Une route et voit une ville où tout est surchargé, va jusqu'à penser aux moyens de transport parce que c'est les voitures qui passent, qui font du bruit, qui a mal à la tête. Alors, la participation, cette participation veut quoi? Aujourd'hui, dans la santé pour une ville durable, il faut intégrer les populations, c'est-à-dire prendre leur avis, les intégrer dans les recherches, essayer vraiment de savoir ce qu'ils veulent et ce qui est facile pour eux. Ensuite, la durabilité. Donc, la durabilité, c'est le développement durable, donc quelque chose qui est accessible à moindre coût et qui répond aux normes d'un environnement. Ensuite, la transdisciplinarité. La transdisciplinarité pour une réflexion d'écosystème, c'est qu'il ne s'agira pas seulement de médecins, il s'agira, devant un projet, d'intégrer tout le monde, les ingénieurs, je sais pas, les anthropologues, c'est-à-dire vraiment penser à toutes les disciplines pour pouvoir en fait trouver une solution qui est globale. Ensuite vient le dernier point, c'est le genre et l'équité sociale. Ce qu'on va faire dans un quartier de riches, on ne va pas peut-être faire la même chose dans un quartier de pauvres
ou bien dans un quartier ou dans une ville, il faut prendre en compte les pauvres et les riches. Il faut prendre en compte les femmes et les hommes. En tout cas, il faut prendre en compte le genre et l'équité sociale. Alors, quand on aura fini cet aspect d'écosystème, on va parler de la digitalisation de la santé pour des villes durables. Comment ça va se passer? Cela se passe par le fait qu'on ne peut pas parler de villes africaines durables sans parler d'infrastructures sanitaires durables. Alors aujourd'hui, on voit que le digital amoindrit les coûts de la sensibilisation, par exemple. On voit que le digital nous favorise la communication en un rien de temps. Et du coup, il s'agira d'utiliser la santé numérique pour atteindre l'accès équitable et universel de soins de qualité. Elle va améliorer la viabilité des systèmes de santé et l'accessibilité et le coût abordable des soins. Elle va renforcer davantage la promotion de la santé, mais surtout la prévention des maladies. Et c'est ce que nous essayons de faire, par exemple, au niveau de notre association, la sensibilisation pour la prévention des maladies chroniques non transmissibles. Et nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, les structures sanitaires doivent digitaliser déjà, utiliser l'Internet au niveau des structures sanitaires pour déjà, par exemple, faciliter les rendez-vous, mais surtout pour stocker les données des malades et ensuite pour communiquer aussi. Nous savons que les pays en voie de développement comme l'Afrique ont du mal à mettre en place la santé numérique, mais déjà, on peut commencer par les réseaux sociaux. Inviter tous les médecins, par exemple, à pouvoir quand même consacrer un peu de temps aux réseaux sociaux pour pouvoir communiquer et surtout donner la bonne information. Parce que nous savons qui dit Internet dit possibilité d'avoir des fake news, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, je dirais que la ville durable, comme son nom l'indique, devra limiter les impacts environnementaux et sanitaires et favoriser les activités citadines. Elle pourra ainsi assurer à la population un cadre de vie sain. De ce fait, l'accent doit être particulièrement mis sur la création. L'accent doit être mis particulièrement sur la création d'un système d'amélioration continue de la gestion des déchets, des moyens de transport moins polluants, favoriser par exemple le retour de l'utilisation des vélos. Déjà, ça ne pollue pas l'atmosphère, mais en même temps, ça fait faire une activité physique à la personne qui utilise ce vélo. Donc, ça fait deux choses en même temps. Parce que le sport, c'est bon pour la santé, mais en même temps, le vélo, c'est bon pour l'environnement. Ensuite aussi, par exemple, le traitement des sols pollués, la gestion rationnelle de l'eau, éviter le gaspillage, l'accès à l'énergie à coût réduit et surtout les nouvelles énergies là que nous voulons, des espaces verts et comme l'a dit mon précédent, vraiment les espaces verts vont aider à organiser des activités ludiques et sportives permettant aux citadins d'être épanouis, mais surtout de créer cette communauté solidaire que nous connaissons en Afrique. Et donc, je termine par cette image-là qui dit tout. Il faut des actions pour un environnement sain. Il faut des initiatives personnelles. Pourquoi? Parce que ça commence au domicile. Déjà, le choix de construction. Ensuite, les habitudes et modes de vie des habitants du domicile. La façon dont ils gèrent l'eau. La façon dont ils gèrent les déchets. Ensuite, l'environnement dehors. Aujourd'hui, nous avons vu avec le coronavirus que le fait de jeter un mouchoir contaminé par terre est un risque pour les autres. Ainsi, l'entraide, le fait qu'on puisse s'entraider comme nous les Africains nous voulons, qu'on puisse s'entraider, tous ces trois aspects vont constituer un moyen pour la promotion de la santé. Et donc, finalement, cette ville durable aura un système sanitaire durable. Je vous remercie. Wow, merci beaucoup. C'est vraiment
édifiant cette approche de la ville durable par la santé. On a l'impression que cette approche va vers une ville carrément résiliente et qui serait un modèle intéressant face à la pandémie de la COVID-19. Merci beaucoup, Madame Naïma. Nous allons passer à la présentation suivante et les questions viendront ensuite. Ok, merci bien. Et puis, une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, comme annoncé précédemment, j'ai une présentation également cet après-midi. Et beaucoup plus, nous allons nous attarder sur le devenir des villes africaines, les villes que nous voulons dans le futur. Beaucoup plus, nous allons avoir cet esprit-là et de présenter un nouveau modèle. Voilà, il faudrait que chaque acteur urbain ait ce modèle-là. Donc, il faut dire que le devenir de l'Afrique est inséparable de l'urbanisation rapide qui est un produit et vecteur d'un profond changement social depuis les années 1950. Et ces villes-là dans lesquelles nous vivrons demain seront radicalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Sous l'effet de mouvements de fonds puissants, ces mouvements sont entre autres l'évolution démographique, les changements climatiques qui nous menacent, la raréfaction des ressources naturelles, également la transformation des modes de vie et des pratiques sociales. Et donc, les villes devront devoir s'adapter et se réinventer. Nous considérons que chaque ville a ses réalités et ses potentialités et ses atouts. Et pour cela, il faut proposer un nouveau modèle du côté planification, par exemple, propre à chaque ville, car la durabilité de chaque ville passe nécessairement par une bonne planification. Je pense aussi que les outils classiques tels que le SDO, pour les planificateurs, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, les plans urbains de référence, les plans locaux d'urbanisme, etc., ne doivent plus être appliqués ou du moins imposés aux villes africaines. Il faudrait que ces villes maintenant essaient de réinventer elles-mêmes leurs schémas, que les acteurs urbains puissent prendre en compte les réalités existantes là pour essayer d'élaborer les documents propres à chaque ville. Alors certes, il ne faut pas également oublier les difficultés économiques et sociales que rencontrent de nombreuses villes africaines aujourd'hui. Mais nous pensons que ces villes peuvent bien offrir à leurs habitants une qualité de vie élevée en fournissant des services de base efficaces tout en garantissant la sécurité et la propriété de l'environnement. En plus, ces actions sont possibles et nécessitent un rythme de développement en Afrique qui ne doit pas forcément ressembler à celui de l'Occident. Par exemple, les emprises des voies proposées dans la ville de N'Djamena, au Tchad là-bas, ne peuvent absolument pas ressembler à celles proposées à Lyon en France. Ou bien encore parce qu'une ligne de métro est proposée à Mexico et que l'on se permettra de la proposer dans la ville de Bangor au Tchad, qui n'est traversée que par une seule voie bitumée et que la population peine à se déplacer, par exemple en saison pluvieuse. Donc, par manque de voies dans cette ville-là, on peut se permettre de proposer une ligne de métro là-bas. Cela n'est pas possible. Alors, les réalités sont là et les acteurs urbains doivent faire des propositions concrètes et réalisables afin que nos villes deviennent de véritables établissements humains avec l'égalité des chances pour tous. Alors, pour finir, je pense qu'il faut une planification efficace propre à chaque territoire afin de faire face à la croissance des établissements informels et fournir un cadre à la croissance et au développement des territoires tout en favorisant la croissance économique. C'est en considérant tous ces éléments-là que nous adhérerons vraiment au développement durable. Merci beaucoup et puis je suis là disposé pour répondre à d'éventuelles questions. Bien, merci beaucoup, Monsieur Don Alarane. Votre exposé était sans PowerPoint, mais a touché du doigt beaucoup d'aspects très importants. Nous pouvons retenir en fait que chaque ville doit avoir son identité
et doit être planifié en fonction des besoins de cette ville. Donc, une copie ne serait pas la solution, mais plutôt analyser les réels besoins pour pouvoir la planifier. La majorité de nos pays africains, particulièrement moi qui suis au Togo, la décentralisation vient d'arriver. Et chaque ville cherche à planifier, même quand bien même il y a des schémas directeurs qui existent au niveau de chaque préfecture. Est-ce qu'avec les réalités africaines d'aujourd'hui, M. Alarani pense que c'est faisable, hein, que chaque ville puisse s'approprier ou puisse avoir son identité? Parce que la majorité des communes paraissent rurales. Et de deux, si on voit les moyens, on ne puisse pas comprendre que ces villes puissent avoir les moyens nécessaires pour pouvoir avoir des plans, hein, vraiment spécifiques. Et en regardant même la cartographie de presque toutes les villes, on voit que ces villes, il y a majoritairement qui sont rurales ou même urbaines, les plans d'aménagement n'étaient pas respectés. Comment pense-t-il pouvoir aujourd'hui, ou quelles sont les propositions auxquelles il peut, quelles sont les propositions qu'il peut donner ou qu'il peut faire à nos villes aujourd'hui africaines pour pouvoir avoir cette identité-là? Merci. Monsieur Alarani, je crois que la question est à vous. Donc, nous vous écoutons. Ok, merci bien, Monsieur Jérôme, pour votre question très, très pertinente. Voilà, ayant étudié au Togo, voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait jusqu'à Dapaon là-bas, donc je connais les réalités. Bien évidemment, il faut dire qu'au Togo, bon, les villes, ce qu'on propose actuellement pour les villes, ce sont les schémas directeurs. Or, ces schémas directeurs-là sont des trucs qu'on a copiés de l'autre côté. Bien évidemment, vous conviendrez avec moi. Maintenant, et beaucoup plus, on les applique juste, puisque une ville de tel à tel habitant peut avoir juste, on dit que ça peut avoir un schéma directeur, de tel à tel, il faut tel document. Bien évidemment, je peux dire qu'on peut, chaque ville actuellement, étant rural comme urbain, avec les ressources nécessaires, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir changer l'identité de cette ville-là, avec les ressources nécessaires et sur place, et surtout avec l'implication des populations locales-là. Chaque ville, petite ville, là, peut avoir son propre schéma directeur, ou bien pas schéma directeur, mais son propre plan qu'on peut lui donner un nom localement comme ça. Parce qu'il faudrait voir ce côté-là de ces réalités-là, et surtout beaucoup plus le côté atout et potentialité. Et c'est en voyant ce côté, ces potentialités de ces différentes villes-là qu'on peut élaborer les documents propres à chaque ville-là. Par exemple, pour une ville à potentialité économique, pourquoi pas élaborer un modèle économique uniquement pour développer ce côté potentiel-là. Et donc, moi, je pense que c'est possible en tant qu'urbaniste planificateur, je pense que c'est possible d'adapter les réalités de chaque ville par rapport à son plan. S'il y a d'autres trucs s'il y a d'autres questions encore, je peux aussi intervenir. Monsieur Jérôme, êtes-vous satisfait? Oui, bon, merci beaucoup. Merci pour la réponse qu'il a donnée. Bon, je comprends son idée, mais moi, je me demande si c'est... Parce que il ne suffit pas pour nous aujourd'hui, en restant avec ce nombre restreint, de pouvoir partager les idées. Mais les acteurs qui sont sur le terrain, il est souvent un peu difficile de les atteindre. Est-ce qu'il y a des actions que vous menez dans ce domaine ou c'est par ces discussions seulement que vous pensez pouvoir atteindre un plus grand nombre? Et voilà, bon, je m'arrête là. Merci. Ok, si je peux ajouter. Oui, allez-y. On vous accorde le dernier mot. Par exemple, pour un urbaniste qui est chargé d'élaborer, par exemple, le plan d'une localité quelconque, il travaille avec toutes les couches sociales et tous les acteurs. Il est le chef d'orchestre, et donc les économistes, les géographes, voilà, tous ces éléments-là sont inclus dans le projet. Et donc, les petites sous-commissions
doivent être créés maintenant pour aller à la base là-bas, auprès de la population. Et auprès de la population pour leur présenter ces petits trucs-là et les faire adhérer dans les petites sous-commissions. Parce qu'il ne faudrait pas négliger ces personnes-là et ces autochtones-là aussi. Ils ont vraiment des idées nécessaires. Et en créant ces petites sous-commissions-là, ils peuvent faire des apports qui pourront contribuer à l'élaboration de ces schémas. Donc, on peut rester là, quelque part là dans son bureau et puis dire qu'on présente un tel pour tel truc. Non, la descente sur le terrain est vraiment très, très importante pour pouvoir élaborer ces genres de trucs. Merci. Ok, nous n'allons pas continuer sur la même question. Je pense qu'on pourra continuer le débat après en échangeant nos contacts et tout. Ce qu'on doit retenir quand même, c'est que changer les villes de façon durable ou les planifier de façon durable à ce qu'il y ait une identité n'est pas impossible. Et comme le dit M. Alarani, je partage son avis suivant lequel on peut le faire avec peu de moyens. Quand la ressource est humaine et quand tout le monde met la main à la pâte, cela devient beaucoup plus facile. Pour notre part, nous avons élaboré un projet de ce genre qui permettrait la participation de tous les acteurs afin de créer leur propre milieu et de pouvoir continuer une sensibilisation pour que le projet puisse prendre. Donc. Ouais. Et surtout ça, madame, je peux amender un peu? Je vous écoute. Ok. La partie conscientisation, la partie sensibilisation, elle est aussi très importante. Parce que si nous prenons nos villes, et surtout l'Afrique de l'Ouest, on a été colonisé, mais il y a certaines localités qui ont été bel et bien urbanisées. Mais si, disons, à l'arrivée d'une grande masse de personnes au sein de la localité, chacun cherche à créer un tout petit peu là où il peut habiter. Donc, cela aussi désoriente les plans établis, ok, par les urbanistes. Et quand je prends un exemple en Guinée, nous pouvons voir une zone urbanisée, mais il n'y a pas de suivi aussi. Il va falloir que les dirigeants aussi puissent suivre, parce qu'après tout, s'ils ne partent pas visiter, voir qu'est-ce qui se tient sur les lieux, ça va pas. La population va essayer de faire ce qui leur semble bon. Donc, c'était un peu ça. Il y a du travail à faire. C'est pas impossible, mais il y a du travail à faire. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Voilà, j'ai une question à poser. Donc, je pose la question et j'aimerais la réaction de n'importe qui. Quels sont vos coups de gueule par rapport à votre ville? Ou qu'est-ce qui vous dérange le plus que vous observez dans votre ville? Au hasard, comme ça. Je peux répondre? Oui. D'accord, merci. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur la ville de N'Djamena. D'accord. Et comme ayant vécu là-bas aussi beaucoup plus. Donc, et la ville, vraiment, quand on voit, il reste trop à faire côté urbain. Pourquoi je dis ça? Puisque la ville, d'abord, a eu un plan directeur là, depuis la création en 1900 de la ville là-bas, mais rien n'a bougé. Et donc, ce sont juste les petites restructurations là qui sont faites là, et ça et là, et qui empêchent vraiment les habitants de... Et il faudrait aussi également qu'on puisse revoir ce côté. Et le réel problème actuellement, le réel problème là, ce sont les problèmes d'inondation. Parce que ce problème, c'est ce qui... Ça a frappé vraiment également en Afrique de l'Ouest cette année aussi, mais ce problème me dérange là-bas. Puisqu'actuellement, à l'heure où je vous parle là, il y a débordement dans un quartier là, à côté du fleuve Chari, pour ceux qui connaissent le fleuve Chari. Donc, ce côté insalubrité qui me fait mal dans cette ville de N'Djamena. Merci.
Peut-être je vais intervenir, pas peut-être directement pour proposer une solution par rapport aux problèmes qui s'opposent au Tchad, mais pour parler de ma ville, la capitale du Cameroun qui est Yaoundé. Déjà, ce qui me touche dans cette ville, c'est de voir déjà la configuration des grands immeubles qui sont dans la ville et surtout l'utilisation de l'énergie dans les services publics, parce qu'on sait que c'est une ville administrative, c'est la capitale du pays, donc qui regorge beaucoup de bâtiments administratifs, dans lesquels l'énergie n'est pas du tout gérée de manière efficiente. Il y a beaucoup de gaspillage d'énergie parce que vous allez voir peut-être des climatiseurs allumés à longueur de journée dans des bureaux, des ampoules qui ne s'éteignent presque jamais. Donc, ça fait qu'on a des bâtiments qui sont hyper énergivores. Et quand bien même on parle de solutions d'efficacité énergétique, nos décideurs ne l'intègrent pas déjà dans les bâtiments qui sont en pleine conception. On se demande toujours pourquoi est-ce qu'en 2020, on continue à concevoir ces bâtiments déjà à l'architecture complètement importée, avec des matériaux complètement importés et qui ne respectent rien sur le plan efficacité énergétique. Alors qu'au Cameroun, par exemple, nous avons beaucoup de ressources en bois qui sont sur place qu'on pourrait valoriser dans nos bâtiments déjà publics, parce que moi je dis c'est les bâtiments publics qui doivent montrer l'exemple aux autres bâtiments. On pourrait utiliser également des matériaux durables comme la brique de terre stabilisée dont on connaît tous les avantages, parmi lesquels cet avantage d'efficacité énergétique et d'isolation thermique, d'isolation sonore, qui nous permettrait non seulement d'avoir des bâtiments beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais des bâtiments aussi qui reflètent vraiment notre culture africaine. Donc, voilà vraiment c'est qui le coup de gueule que je veux passer ce soir par rapport à ma ville. Merci. Ok, merci beaucoup Jocelyne Chonang. Nous espérons que ce forum nous permettra de pouvoir porter haut nos coups de gueule afin que les décideurs puissent aussi penser solutions face à cela. Ce qui est sûr, lors des conférences de demain, nous allons voir avec des panels de niveau plus élevé des types de solutions, des semblants de solutions et des solutions par rapport à nos divers problèmes quotidiens. Par rapport au temps qui est en train de filer, nous allons demander peut-être une dernière intervention. Je vois Madame Atisso qui nous écrit dans la zone conversée qui ne peut pas prendre le micro, donc je vais juste me permettre de lire ce qu'elle est en train de dire. Elle dit que la différence entre plan directeur et la réalité des villes est générale aux villes africaines, qu'il y a plusieurs solutions. Ce webinaire, par exemple, est un des premiers pas. Bon, voilà, nous sommes en train d'arriver comme ça un peu à la fin de ce webinaire-ci. Y a-t-il une dernière intervention? Bon, je vais dire juste que vraiment nous avons plein de choses à faire, mais bien avant cela, il faut que nous sachions mettre chacun à sa place dans le cadre de la gestion. Okay? Lorsque nous prenions, disons, un ingénieur qui doit travailler à la place d'un architecte, hein, un architecte, c'est-à-dire aussi spécialisé dans le cadre de l'urbanisme, etc., que chacun gère ce qu'il connaît. OK? Si je vais vous raconter une toute petite histoire, très rapidement. J'ai vu un gouverneur dans une ville, et puis qui a pris, disons, une équipe de personnes et les a payées. Il est venu labourer des gazons qu'il trouvait sur un espace public. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était de la saleté, il voulait enlever, il ne savait pas l'importance. Donc,
Donc, c'est un peu ça. Il faut que chacun puisse faire ce qu'il connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Merci pour votre contribution. Une histoire un peu marrante. Je vois. Donc, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette première partie, cette première journée. Je sais que Monsieur Comblon, par exemple, voulait intervenir, mais le temps est contre nous. Donc, tout ce que nous pourrons vous souhaiter, c'est de mûrir encore ce moment que nous avons eu à passer ensemble par rapport à tout ce que nous avons eu à apprendre. Mais aussi, je profiterai pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce forum et en particulier les participants venant de différents horizons. Je dis vraiment merci au Burundi, au Tchad, au Togo, au Cameroun, au Sénégal, d'avoir été présents pour relever ce moment avec nous. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à demain